Peut-on vraiment faire confiance au AirTag d'Apple? À suivre le témoignage de Julien Serre qui a retrouvé son portefeuille, mais pas grâce au AirTag qu'il avait placé à l'intérieur. Quelle stratégie pour Apple Silicon jusqu'à l'an prochain? Le M1 est probablement déjà dépassé. Quel processeur équipera le prochain Mac qui sera annoncé? Pour qui le M1X? Pour qui le M2? Et après? Les amoureux du beau son à la fête cette semaine dans iWeek, la semaine Apple, le podcast, avec le test de la semaine. Gilles a expérimenté le vrai lossless d'Apple Music en passant par un DAC et il va nous raconter s'il a senti la différence. Et puis le tuto audio, vous allez arrêter d'écrire et de dessiner de travers avec votre pencil sur iPad. Je vous expliquerai comment faire apparaître une grille avec des lignes dans Apple Notes. Bienvenue dans cet épisode 47. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon 14 juillet, pas trop pluvieux. Ellie, lui, a vu du soleil à Nice, alors il nous a abandonnés pour cette semaine. Non, je plaisante, hein. Il est en famille et on envoie des bises à tous les habitballs, y compris à celui qui en ce moment doit être en train de crapahuter à quatre pattes et de rendre Ellie à moitié fou. Fou de bonheur, évidemment. Salut les amis et salut François. Salut Benjamin, salut à tous. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi sous le soleil de la Bretagne. Fidèle au poste, comme d'hab. J'essaye. Il faut bien tenir la baraque. Non, je rigole. Ellie, je pense qu'Ellie a dû quasiment toutes les faire cette année. Donc je ne peux que faire amende honorable et c'est avec plaisir que j'essaierai de prendre sa place et de parler autant qu'il parle. Donc ça va être compliqué, je pense, mais je vais essayer. Elle était pour toi, celle-là, Ellie, si tu nous écoutes. Il va nous écouter, c'est sûr. Bon, comme la nature a horreur du vide, et à iWeek aussi, on en a profité pour lancer une invitation et célébrer un retour. L'invitation, c'est Julien Serre qui l'a saisie. Salut Julien. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous, bonsoir François, bonsoir Gilles. Ah, c'est un vrai plaisir. Merci pour l'invitation. Bon, je te présente en un mot, mais tu le feras beaucoup mieux que moi. Tu es photographe animalier. C'est ça. Tu es fan d'Apple, c'est toi qui le dis. Ouais. Et tu es auditeur d'iWeek. Entre autres. Ça, c'est sympa. Depuis quand? Depuis vos débuts. En fait, je vous connaissais déjà depuis Watch. Et puis, j'ai vu que vous aviez lancé un podcast. Et je crois que dès le 2 ou 3e épisode, j'ai commencé à vous soutenir via Patreon. Ah, c'est super sympa. Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre l'iWeek de Watch et l'iWeek en podcast natif? Ah, ça faisait plus émission télé, quoi. Ça faisait plus... Ouais. Là, mais de toute façon, je vous écoute que en podcast. Hein. Je ne regardais pas sur YouTube, donc je vous écoute que sur le podcast. Donc, je vous vois rarement en vrai, alors que Watch, ça donnait l'impression d'une émission, plus une émission télé, style TF1, M6, etc. Quoi. Ouais. Bon, c'est pas pour nous faire des compliments qu'on a le plaisir de t'accueillir aujourd'hui. En un mot, parce qu'on va y revenir en détail, qu'est-ce qui t'est arrivé? En un mot, hein. Portefeuille perdu, mais j'étais plutôt content parce que un AirTag était à l'intérieur. Et puis après, je vous détaillerai tout le reste au cours de l'émission, puisque ça s'est pas très bien passé au niveau de la recherche de ce portefeuille. Bon, ça pose effectivement des questions qu'on va aborder avec toi, hein, sur la fiabilité des AirTags, sur la confiance qu'on peut leur accorder. On revient vers toi, Julien, dans quelques minutes. Évidemment, tu interviens quand tu en as envie. Tu n'hésites surtout pas. Je vous parlais d'un retour. Sa dernière apparition dans iWeek, la semaine Apple, le podcast, date du 28 janvier. Ça fait presque 6 mois. Vous avez retrouvé sa voix vendredi dans i5 et aujourd'hui, il revient dans iWeek pour un test qu'on attend avec impatience. Salut mon Gilles Donès. Salut Benjamin. C'est trop bien de te retrouver dans iWeek. Moi aussi, je suis content de vous retrouver tous. C'est génial. Le petit François, même si le petit Ellie cultive l'art d'être grand-père. Bon, le petit Ellie, il est plus grand que nous tous, hein, mais... tu sais, hein. C'est vrai. Ça a été une grosse surprise pour moi la première fois que je l'ai vu. Je voyais un petit papy. En fait, il est grand. Hein. Il est très très grand, Ellie. Bon, on te retrouve dans iWeek, mais on t'a aussi retrouvé dans i5, Gilles. Oui, c'était extrêmement agréable aussi. C'est un nouveau format qui est, enfin pour moi, hein, puisqu'il est là depuis
une bonne quinzaine de numéros maintenant. Et non, c'est plus péchu, plus rythmé, c'est sympa. Et puis c'est sympa de vous retrouver dès le café, quoi. Bon bah c'est vraiment top. Alors tu reviens Gilles notamment aujourd'hui pour partager avec nous ton test du lossless audio d'Apple Music. En un mot, parce qu'on va aussi y revenir, avec quel matériel est-ce que tu as fait ce test ? Alors c'est plus une prise en main qu'un véritable test, comme peut présenter Eli, encore lui, hein, en long, en large, en travers, en détail, surtout en profondeur. Là, j'ai eu le cordon spécifique USB il y a 2 jours, et ça tombe très bien puisque le nouveau format d'Apple commence à être déployé sur Apple Music depuis quelques jours. Alors pour répondre à ta question, après ce long préliminaire, c'est le DAC Magic 200M de chez Cambridge Audio, qui est une marque de hi-fi assez connue, qui fait des produits abordables, mais de très très bonne qualité. Bon, donc le test du lossless d'Apple Music via ce fameux DAC, ce sera donc le test de la semaine, et ce sera tout à l'heure avec toi Gilles. François, c'est quoi le programme du jour avec toi dans cette iWeek ? Tu t'as décidé de me piéger, c'est ça ? Pour tout vous dire, ce matin, quand nous avons enregistré, enfin hier matin, quand nous avons enregistré i5, Benjamin m'a dit « Tu fais quoi demain ?» Et là, ça a été un grand moment de solitude. J'ai dit à Benjamin, là, j'ai liquidé tout mon budget d'achat d'objets connectés pour la saison. Donc du coup, j'ai cherché, bon an, mal an, sur Internet, des trucs à vous dire. Et puis à un moment, on s'est rendu à l'évidence. Des fois, il vaut mieux ne rien dire. Donc je ne dirai rien aujourd'hui. Bon, c'est pour ça, c'est pour avoir un petit peu de budget qu'on fait appel à vous, qu'on a besoin de vous. Patreon.com/iWeek, c'est l'adresse magique. Julien fait partie de nos soutiens. Devenez vous aussi contributeur d'iWeek sur Patreon. Si vous appréciez notre boulot, n'hésitez pas, montrez-le nous à partir d'1,50€ par épisode. Merci d'ailleurs à New Frodon, alias Thibaut, qui vient de rejoindre nos contributeurs sur Patreon. Faites comme lui, c'est vital pour nous. Et il y a une grosse marge de manœuvre. On sait que vous êtes nombreux et vous êtes un peu moins nombreux malheureusement à nous soutenir, mais on compte sur vous sur Apple Podcast. Nous soutenir, c'est aussi nous mettre une note 5 étoiles et rédiger un petit avis. Vous savez, quelques mots bien à vous, des mots sympas, bienveillants, chaleureux, pour donner envie à celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore de venir essayer iWeek. Ça vaut aussi pour i5, dont on vous parlera à la fin de cet épisode. i5, c'est le petit frère d'iWeek, un podcast court, quotidien et sur abonnement, exclusivement sur Apple Podcast parce qu'on n'a pas le choix. Justement, donc, le dernier avis en date sur i5, sous le titre « Longue vie à i5 », je cite « L'essayer, c'est l'adopter. Merci à la team pour votre qualité de travail. C'est un plaisir de vous avoir dans les oreilles. » Et c'est signé Mikey. Merci beaucoup à toi Mikey, ça nous touche beaucoup ces quelques mots. Alors vous aussi écrivez sur Apple Podcast, que ce soit pour i5 ou pour iWeek. Et puis évidemment, dans le cas d'iWeek, suivez-nous. iWeek est dispo sur toutes les grandes plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Google, Pocket Cast, TuneIn et Apple Podcast bien sûr. Allez, dans un instant, l'après-processeur M1, mais d'abord, l'histoire d'un AirTag qui déconne. Peut-on vraiment compter sur les AirTags ? J'ai fait comme toi Julien, j'ai glissé un AirTag dans mon portefeuille qui contient ma carte d'identité, mon permis de conduire, toutes mes cartes de crédit, en me disant que désormais, si je le perdais ou si on me le volait, j'aurais peut-être une chance de le retrouver. C'est ce que tu t'es dit aussi Julien au début de cette histoire ? Oui, tout à fait, ouais. J'en ai glissé un sur les clés de la voiture, sur les clés de la maison. Et puis j'ai un petit logement pour les pièces là dans mon portefeuille, tout que j'ai glissé un AirTag à l'intérieur, en me disant maintenant, vu que ça m'était déjà arrivé de perdre mon portefeuille une fois, je m'étais dit bon bah voilà, maintenant il sera sécurisé avec le AirTag, si jamais il se perd, j'aurai plus de chances de le retrouver, puisqu'on sait que s'il est dans une zone blanche, bon les chances sont plutôt nulles. Mais voilà, dans un milieu plutôt urbain et tout ça, les chances sont beaucoup plus importantes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu te l'as fait voler ? Tu l'as perdu ? Alors non, je l'ai perdu, donc je vais raconter dans le détail, on va dire, toute l'histoire. C'était samedi matin.
Donc 9h, 9h30, je fais le plein à la station d'essence et par inadvertance, je laisse mon portefeuille sur le toit de la voiture et je m'en vais. C'est tout, je rentre à la maison, je fais ma vie et ce n'est qu'en début d'après-midi où je décide d'aller laver la voiture au lavomatique. Je voulais prendre ma carte bleue et là, plus de portefeuille. Je me suis dit mince, j'ai oublié à la maison, machin, etc. Je sors mon téléphone, application localisée, AirTag, il me l'indique à la station service. Ah, je dis mince, je l'ai oublié à la station. Donc depuis l'application, on lui met un itinéraire. Bon, je savais très bien où était la station, hein, c'était pas le problème. Mais bon, je voulais suivre un petit peu tout le protocole du AirTag. J'étais serein, puisque je me suis dit, à l'AirTag, il y a une station, il n'y avait pas de liquide, il y avait pas de cash dans le portefeuille. Donc voilà, une personne qui le trouve, je dis, bon, au pire, elle le donne à l'accueil de la station essence. Ou bien alors, elle va le garder chez elle, et puis avec le AirTag, je vais vite m'en sortir. C'est tout, j'arrive à la station essence, le téléphone arrête le GPS et vient prendre le relais l'application AirTag, enfin localisée, où là il me demande de bouger pour essayer de se connecter à l'AirTag. Donc je vais là où j'ai fait mon plein, et rien. Alors, je commence à zoner, en élargissant de plus en plus mes cercles de recherche. Rien du tout. Je refais une partie du trajet que j'ai fait en voiture sur le retour en quittant la station. Rien du tout. Pas de contact avec le AirTag. C'est tout, j'abandonne un petit peu et puis je passe en mode perdu, quoi. Donc le AirTag me demande mon numéro de téléphone, je lui indique mon numéro de téléphone, puis je mets un petit message, voilà, j'ai perdu mon portefeuille, merci de me recontacter si par hasard vous le retrouvez. Et puis là, j'ai chopé un petit peu parce que je savais pas trop comment marchait exactement le AirTag. Il y a assez de trafic, hein, c'est une petite ville. Donc il y a un petit peu de trafic, il y a forcément des téléphones qui passent à côté, peut-être un petit peu moins d'iPhone, mais au moins des téléphones. Je décide de questionner un petit peu les gens sur les réseaux sociaux, sur le fonctionnement, et entre autres François, sur le fonctionnement exact des AirTags. Est-ce que est-ce que c'est le Bluetooth que des iPhones? Est-ce que le Bluetooth des téléphones Android peut aussi aider à localiser le AirTag et tout ça? Je m'aperçois que personne n'a trop de réponses. Je téléphone à Apple. Apple eux-mêmes n'avait pas de réponse franche et tranchée, on va dire, sur la question. Sur la question de savoir si les téléphones Android servaient de relais? Voilà, est-ce que les téléphones Android peuvent servir à localiser le AirTag? J'ai pas eu de réponse ferme de la part d'Apple. Hein. J'ai eu des réponses de la part du conseiller. Alors peut-être que c'était pas le bon, mais lui me disait c'est un nouveau produit, on sait pas encore trop bien comment. Enfin, bon, c'était pas dit dans ces mots-là, mais c'est ce que ça voulait dire. Nouveau produit. Très bien comment il fonctionne. Comment? Nouveau produit, il est sorti il y a un petit paquet de semaines quand même maintenant déjà. Ouais, mais bon, ça, là pour le coup, ça a été ces mots, nouveau produit, donc on sait pas trop comment ils font, enfin pas comment il fonctionne, mais on n'a pas encore beaucoup de retours et tout ça. Bon, bref, il a essayé un peu de noyer le poisson. Et donc moi, sur mon iPhone, depuis l'application localisée, où le mode perdu sur cet AirTag-là était activé, il n'y avait pas de nouvelle connexion depuis 9h30, l'heure à laquelle j'avais quitté la station essence le matin même. C'est tout, la nuit se passe, le lendemain, toujours pas de localisation, etc. Bon, là je commence à dire, ça sent un peu ça sent pas bon pour mon portefeuille. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, que le AirTag a été cassé à coups de masque Non, parce que... Tu penses à une panne ou pas? Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, il a été peut-être coup de masse, sur l'AirTag, les gens ont déconnecté la pile, mais à part nous, et puis on va dire une poignée de personnes
qui connaît les AirTags? Je le mets devant le nez de mes parents, je le mets devant le nez de mes collègues de boulot, je leur dis qu'est-ce que c'est que ça? Personne ne sait ce que c'est que ce AirTag, quoi. Enfin, c'est encore un produit neuf. Le gars de chez Apple n'avait pas complètement tort. C'est encore un produit récent malgré tout, quoi. Et les gens, c'est pas encore rentré dans l'esprit des gens, quoi, ce AirTag. Donc, c'est pas encore des AirPods, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et encore que oui, si, c'est pas encore des AirPods. Mais ça pourrait être ta chance aussi. Parce que Comment comme les gens savent pas ce que c'est, ils pensent pas forcément à l'enlever ou à l'éteindre. Ouais, voilà, c'est ça. Le gars qui le trouve et qui instantanément déconnecte la pile, moi j'y croyais moyen. Par contre, le gars qui le mettait dans une poubelle, le portefeuille, ça j'y croyais un peu plus. Et donc je suis retourné sur les lieux, j'ai refait un plus long trajet, j'ai refait toutes les poubelles, etc. En approchant le téléphone, vraiment, en essayant de créer un contact. Non, il n'y a rien qui se produisait. Et puis j'avais balancé des mails à droite à gauche aux mairies concernées pour, voilà, si jamais ils remettaient la main sur mon portefeuille, qu'ils n'hésitent pas à m'appeler. Et à la caisse de la station-service? Non, à la caisse de la station-service, pas de nouvelles de mon portefeuille. Donc ils m'ont proposé de visionner les caméras de surveillance le lundi matin. Mais chose que j'ai pas eu besoin de faire au final. Puisque le lundi matin, en fait, j'ai eu un appel de la police municipale de la ville en question qui m'ont dit que mon portefeuille avait été déposé par quelqu'un qui souhaitait garder l'anonymat. Donc qui avait été déposé à la police municipale. Donc j'ai dit, écoutez, là je suis au travail, je suis assez loin, donc je passerai le prendre ce soir. Et le soir même, donc je vais au commissariat de police, et là je vois direct que le policier municipal, il avait un iPhone posé sur son bureau, et que le portefeuille était à 3 mètres, même pas à 3 mètres, à 1 mètre de mon portefeuille où il y avait l'AirTag. Donc là, il y aurait dû avoir un lien, et avant d'aller au commissariat, j'avais encore regardé sur mon téléphone, il y avait toujours le contact de samedi à 9h30, quoi. C'est tout, je les remercie bien, je remercie la personne qui avait fait l'effort de le redéposer au commissariat. Je retourne à la voiture, et là j'ouvre le portefeuille, je me suis dit l'AirTag il est plus dedans, quoi. Et là l'AirTag était dedans. Qu'est-ce qui se passe? Et là j'essaye de refaire le lien, de recréer le lien entre l'iPhone et l'AirTag. Rien. Je défais moi-même la pile, chose que j'avais jamais fait. Je défais moi-même la pile, je la remets, je relance la recherche, rien. Donc là, j'appelle le service Apple. On a passé 3 quarts d'heure au téléphone ensemble. Il m'a fait faire un tas de manips, notamment retirer la pile, le désynchroniser de l'iPhone, le resynchroniser. Et là, à partir du moment où il a été désynchronisé de l'iPhone, c'est fini, plus rien, plus de son, plus d'image. L'AirTag, c'est une pierre, quoi. Donc cette pierre, il veut plus. L'iPhone cherche en permanence un AirTag et il ne le trouve plus. Et donc le conseiller de chez Apple me dit c'est votre pile qui est naze. C'est la pile qui est naze. C'est un problème qu'on a de temps en temps, c'est la pile qui est naze. Ouais, je dis, vous rigolez ou quoi, la pile? Je dis, vous annoncez une durée de vie de 1 an, encore bien même que ça soit un petit peu en dessous. Admettons. C'est pas 3 mois, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et puis je lui dis, attendez, bougez pas. J'ai un testeur en bas à la maison, au garage. Je lui dis, je vais le tester. Je sors mon testeur, il affiche 3 volts sur la pile, quoi. Au taquet la pile. Donc je lui dis, votre histoire de pile, ça tient pas la route, quoi. Et là, il m'a passé un superviseur, et le superviseur a dit, écoutez, on vous change l'AirTag, on vous en renvoie à nouveau, et retournez-nous par contre l'ancien, ça nous intéresse. Donc voilà un petit peu comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé bien parce que c'est refaire les papiers, c'est toute une galère administrative, ça s'est bien terminé. Tu as tout retrouvé? Tes papiers, ouais, tout était dans le portefeuille, absolument rien n'avait bougé. Les cartes bleues, etc., rien n'avait bougé. Mais voilà, déçu, vraiment, vraiment déçu de l'AirTag, puisque l'AirTag, finalement, il a aucune fonction. À partir du moment où on ne perd pas l'objet, il a zéro fonction. Oui. Et c'est uniquement à partir du moment où on perd l'objet qui est attaché à un AirTag que là, il rentre en fonction. Donc, déçu, ouais, parce que il n'a pas joué, il n'a pas fait le job. Donc, qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui? Je me dis aujourd'hui que j'ai plus confiance en les AirTags. Alors je vais en remettre un, ils m'en fournissent un neuf, donc je vais en remettre un dans le portefeuille. Mais voilà, j'ai le AirTag a fonctionné jusqu'à temps qu'il soit perdu. Et à partir du moment où il a perdu, c'est devenu une pierre morte.
Donc là, clairement, j'ai plus confiance, quoi. Ouais. J'ai plus confiance en le produit, quoi. Qu'est-ce que ça vous inspire, les garçons, François et Gilles? Ça marche jusqu'au moment où tu n'en as pas besoin, quoi. Soit c'est la faute à pas de chance, soit il y a un vrai problème de fiabilité, hein. Comme ça arrive fréquemment, hein, avec les nouveaux produits chez Apple. On est friand de nouveautés, ils nous font saliver, et tout le monde met la main à la poche et on teste les uns et les autres ce qui sort. Et puis, bien souvent, l'adage qui courait dans les années 90, 1990, 2000, où il ne fallait pas acheter de produits avant la révision B, au moins, quelque part, est toujours valable. François? Ouais, mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'échanger là-dessus en off avec Benjamin. Moi, j'en ai acheté un pour tester, parce que voilà, quand le produit est sorti, 35 euros, je crois, de mémoire, on se dit, bon, c'est pas énorme l'investissement, ça vaut le coup de le faire, le côté geek. Et puis voilà, comme je l'avais dit à l'époque pour tester aussi pour l'émission, moi, je l'ai glissé dans mon sac d'appareil photo, en me disant comme ça, si par hasard un jour je me fais voler mon appareil photo, et au pire ce sera localisé. Pour l'instant, et je touche la peau de singe, pour ceux qui ont la version image, je me touche la peau, j'ai pas eu besoin de l'utiliser. Donc suite à tes tweets, Julien, j'ai repris l'application, j'ai retesté, ça a un côté sympa, quoi, c'est vrai, effectivement, mais la vraie question, c'est est-ce que le jour où j'en aurai besoin, est-ce que ça va marcher, quoi? Et là, c'est une vraie question. J'avais prévu éventuellement d'en racheter pour en mettre aux clés de voiture ou même dans le portefeuille, mais finalement, je me dis, est-ce que l'investissement, il vaut la peine, quoi? C'est plus ça. Donc, ce qui serait intéressant, si vous nous écoutez et que vous avez eu l'occasion d'utiliser vraiment le AirTag dans des conditions de perte ou de vol, éventuellement nous faire un retour sur Twitter. Et puis on pourra faire un petit retour dans les semaines, mois qui viennent, en disant effectivement c'est naze, il y a un problème, ou alors c'était faute à pas de chance. Et Julien, si ça se trouve, c'est exactement ce qui t'est arrivé, c'est que t'es tombé sur le mauvais produit. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il était localisé à un endroit et qu'il soit resté bloqué sur cet endroit-là. Et moi, c'est ça que je comprends pas. Il y a un moment, il aurait pu aussi disparaître, quoi. Ce qui est bizarre, c'est qu'il s'est arrêté de marcher pile au moment où tu l'as perdu, en fait. Pile au moment où il s'est déconnecté de l'iPhone, parce que ce que j'imagine, en fait, c'est que vu que le portefeuille n'a pas été déposé à l'accueil de la station-service, ce qui aurait été la logique des choses, vu que la personne a souhaité rendre le portefeuille, je me dis qu'il était un petit peu perdu un petit peu plus loin sur la route, la voie publique, puisque vu qu'il était sur le toit de la voiture, donc il a dû glisser un petit peu plus loin. Et ce qui explique le fait que la personne ne l'ait pas déposé à l'accueil de la station-service. Mais l'application localisée me le mettait vraiment pile poil à la station-service, quoi. T'as pas roulé dessus? Non, il était sur l'arrière de la voiture, donc en roulant, il a dû, avec le vent, Parce qu'à un moment, moi, c'est ce que je me suis dit, je me suis dit peut-être qu'en tombant tout bêtement, mais en même temps il était protégé dans le portefeuille, quoi. Ah ouais, c'est pas comme s'il y avait beaucoup d'électronique dedans. Le gars de chez Apple m'a posé la question, il me dit, vous pensez pas qu'il a pris une chute, il a pris un coup en chutant? Mais je dis ouais, mais il y a des papiers dans le portefeuille, il y a tout ça. Je dis ça me paraît quand même compliqué, quoi. Du coup, Julien, c'est quoi le bon comportement à avoir selon toi aujourd'hui par rapport à ce qu'on a de précieux sur nous, ou à nos affaires importantes? Je pense que l'AirTag, il a une vraie fonction quand on a perdu quelque chose dans un environnement proche, où vraiment on va demander à l'iPhone de nous retrouver l'exemple d'une télécommande ou d'un trousseau de clés qu'on ne trouve pas avant de partir de chez soi, par exemple, ou des choses comme ça. Et puis là, Apple n'a jamais communiqué dans ce sens-là en disant vous ne retrouverez pas, c'est pas fait pour retrouver des objets perdus ou suivre des gens, etc. Et du coup, je pense qu'on rentre, on a essayé de le dévier un petit peu de son usage en le mettant dans un portefeuille et tout ça. Et du coup, il est plus trop dans son rôle. Alors je me dis finalement, est-ce que je l'ai utilisé à mauvais escient? Alors, c'est pas un mauvais escient, c'est pas quelque chose de mal, mais j'ai pas fait quelque chose de mal avec. Mais du coup, est-ce que je l'ai pas quand même malgré tout dévié un petit peu de son usage premier, quoi?
C'est ce que je me remets aussi moi-même en question en disant, du coup, est-ce que je l'ai pas mal utilisé? Alors quand je vois des gens qui l'utilisent sur les chiens, les chats, leurs enfants, etc., là je me dis clairement, il y a zéro intérêt, quoi, zéro fonction, quoi. Mais il me semble qu'il y a eu des communications dans ce sens, où l'AirTag avait pu permettre de retrouver des clés qui étaient égarées un peu loin. Justement, ça avait fonctionné en extérieur. Ce que tu dis, Julien, c'est qu'il faut pas compter dessus dans des cas extrêmes, c'est ça? Ouais, clairement. Et pourtant, je me suis dit, tous les trucs sont réunis, quoi. Je suis dans une petite ville, il y a du trafic, les gens vont faire le plein, etc., le plein d'essence, il y a du trafic autour du supermarché, il y a des iPhones. la station. Il y a forcément des iPhones, quoi. Il y a forcément des iPhones qui passent. Alors après, à la maison, j'ai joué un petit peu, entre guillemets, avec les autres AirTags pour voir à quelle distance exactement ils rechopaient le signal de l'AirTag, et on se situe à peu près à une quinzaine de mètres, quoi, de l'AirTag quand il rechoppe le signal, quoi. Donc 15 mètres, il y a forcément un iPhone qui est passé à moins de 15 mètres de mon portefeuille entre le moment où je l'ai perdu et au moment où l'âme charitable a ramassé le portefeuille pour le restituer, quoi. Et de toute façon, il aurait dû se mettre à sonner, l'AirTag en question. Il aurait dû, comme le dit Apple, au bout d'un certain temps, il doit se mettre à sonner, etc. Donc même si la personne qui l'avait ramassé avait un téléphone Android, ça aurait dû lui casser les oreilles, quoi, au moins. Bon, si je peux me permettre, juste un mot personnel, je trouve qu'Apple est quand même très petit bras. C'est-à-dire que juste remplacer l'AirTag qui n'a pas marché, ils auraient au moins pu t'offrir une boîte de 4. Ouais. Ah, mais il a fallu que je négocie le bout de gras pour avoir le remplacement de mon AirTag. Au début, il voulait pas me le remplacer. Hein. C'est pour ça qu'il m'a passé un superviseur. D'accord. Je lui dis, mais vous allez au moins me remplacer l'AirTag. Non. Moi, je peux pas, à mon niveau et tout ça. Ils ont des consignes. Ils ont des consignes, les gars qui sont en première ligne, et vraisemblablement des bonus. Il m'est arrivé une fois un iPhone de retour de réparation avait été perdu. Le gars que j'avais eu tout au long du process m'avait dit on fera un geste, etc. Il part en vacances, sa collègue fait comme si elle ne savait rien. J'ai rien réclamé, mais à la fin du truc, elle me dit est-ce que vous êtes satisfait? Et je dis oui, comme un imbécile, et je l'ai senti soulagé. Donc il y a non seulement des consignes, mais je pense vraisemblablement aussi des bonus en fin de mois ou de trimestre. Bon, en tout cas, Julien, merci beaucoup de nous avoir raconté ta mésaventure. On est heureux que tu aies retrouvé ton portefeuille, c'est quand même le plus important. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Mais voilà, les technophiles que l'on est tous, on aimerait bien que ça marche. Et puis si on dépense 35 € dans ce genre de produit, c'est pour que ça fasse le job. iWeek LSA, c'est le hashtag pour nous envoyer vos témoignages sur vos AirTags via Twitter. Si vous avez eu besoin d'un AirTag pour retrouver un objet perdu au volet, si ça a marché ou au contraire, si comme pour Julien, ça n'a pas marché, eh bien dites-le nous. Ce sera très utile et on répercutera à la communauté votre expérience. Merci Julien. De rien. Merci. Un petit conseil pour nos auditeurs. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à râler auprès des gentiment, poliment, courtoisement, mais râler auprès de vos interlocuteurs sur l'Apple Care. Dans un instant, les prochains Mac et les prochains processeurs. À tout de suite. Quelle stratégie de processeur Apple Silicon jusqu'en 2022? Le M1 est passé. A priori, il n'y aura pas d'autres Mac à base de processeur M1. On parle de M1X, on parle de M2, on parle même déjà de M2X. Alors, quel processeur pour quel Mac? On va en discuter tous les trois, les amis. D'abord, votre sentiment, quel est le prochain Mac qui sera annoncé? François? Déjà, tu m'as un peu déprimé parce que tu as dit que le M1 était dépassé. Je viens de me commander un iMac M1, donc je suis un peu déprimé du coup. Merci de m'avoir bousillé ma soirée. Plus sérieusement,
Ouais, je pense que sans trop de surprises, les prochains Mac, ça devrait être les MacBook Pro 14 et 16 pouces. On les attend avec impatience. Moi, au niveau du processeur, je suis un peu perplexe. J'aurais bien vu le M1X pour des machines grand public, du type un MacBook Air par exemple, et le processeur M2 pour les machines professionnelles, MacBook Pro 14 pouces, MacBook Pro 16 pouces, et dans un second temps, l'iMac 27 ou 32 pouces, hein, on verra la taille. À mon avis, on sera plutôt sur un 32 pouces qui risque d'arriver en début d'année prochaine. Je trouverais ça étonnant de la part d'Apple de nous refaire le même scénario du mois d'octobre-novembre quand les premiers MacBook M1 sont sortis, où on se retrouvait avec le même processeur dans le MacBook Air et dans le MacBook Pro. Ce qui fait qu'en fait, il y a très peu de distinction dans la gamme. Je rappelle aussi qu'on évoque quand même avec certitude le fait que la Touch Bar se soit finie. Donc du coup, si le MacBook Pro n'a plus la Touch Bar et se retrouve avec le même processeur que le MacBook Air, il va plus lui rester grand-chose en dehors de ce fameux écran 13-14 pouces, quoi. Donc moi, je pense qu'on aura 2 processeurs différents. Peut-être 2 M1X, un plus rapide pour les MacBook Pro, pour les machines professionnelles, et un peu moins rapide pour les MacBook Air. Gilles, je te voyais hocher de la tête en signe de légère désapprobation. Non, j'avais glissé 2 mots vendredi. Je pense que pour des raisons de segmentation de la gamme, de lisibilité, on va plutôt aller sur du M1X pour la version professionnelle. Et un peu comme on a eu du X sur l'iPad Pro dans un premier temps. Les premières versions de la gamme. Et ensuite, pour marquer la 2e génération, on va avoir du M2 à partir du MacBook Air et les suivants qui vont arriver ensuite avec une évolution plus nette du processeur. La différenciation sur cette gamme étant le nombre de processeurs, éventuellement la mémoire vive, on va peut-être en reparler, et puis les éventuels périphériques autour du processeur lui-même, sur la même sole. Ouais. Si tu comprends bien, le M1 et le M2 seraient des processeurs plutôt grand public, et les versions X seraient plutôt des processeurs pour les machines pro, c'est ça ? C'est ça, comme on a vu avec les premières versions de l'iPad. Mais du coup, le MacBook Pro 13 avec un processeur M1, il met un peu le beans dans cette cohérence, non, François ? Il va partir. Il va mourir de sa belle mort. Je pense que théoriquement, on aura, si je suis le raisonnement de Gilles, et je suis plutôt d'accord, on aura un MacBook Air M2 qui sortira peut-être pas tout de suite, qui sortira peut-être en début d'année prochaine. Pourquoi pas avec une version mise à jour de l'iMac 24 pouces avec un processeur M2. Mais on aura au mois de septembre-octobre des MacBook Pro 14 et 16 pouces avec des processeurs M1X. Donc pour moi, le MacBook Pro 13 pouces, ce sera fini. On aura un MacBook Air 13 pouces, un MacBook Pro 14 pouces et un MacBook Pro 16 pouces. Et là, on retrouvera une gamme qui est plutôt cohérente, parce que là, le fait que le Air et le Pro partagent la même taille d'écran, c'est quand même, ça laisse plus grand-chose au MacBook Pro. Tout à fait. Et puis le petit truc aussi, la Touch Bar pour moi c'est une grosse déception. Quand ce produit a été présenté, on s'est tous dit waouh, c'est trop bien, mais au final c'est juste un gadget quoi. Enfin je sais pas comment vous l'utilisez vous. Enfin Gilles, je crois pas que tu aies de Touch Bar, mais Benji je sais que t'en as une. Moi honnêtement je m'en sers quasiment jamais et c'est plus, ça sert à rien quoi. Ah bah c'est sûr que si on peut gratter 4 ou 500 euros sur sa machine en s'en passant, je pense que personne n'hésite. Hein. On aurait du 16 pouces au prix du 15. Ben, en plus, la mienne n'arrête pas de s'éclairer sur 2 ou 3 équivalents de touches F. Et c'est franchement pénible, quoi. Même s'il y avait eu un petit progrès avec la dernière version du 16 pouces et du 13, où on avait eu le retour de la touche, d'une vraie touche échappe, et puis du bouton Touch ID qui était décalé. Parce que ça, moi, sur celui que j'ai, c'est un 15 pouces, et c'est vrai que c'est hyper chiant, quand on cherche la touche échappe, elle est hyper chiante à trouver, quoi. Mais voilà, si ça peut permettre de baisser la gamme, comme tu le disais, quand on voit taille équivalente, un MacBook Pro 15 pouces acheté, allez, on va dire en milieu des années 2010, 2014, 2015, c'était 1600, 1700 euros. Et aujourd'hui, je sais plus à combien il est, mais il doit être à 1007 quasiment, 2007. Donc il y a quasiment 1000 euros de plus. Ouais. Donc si on peut gratter 400, 500 euros, ça permettrait d'avoir une gamme plus cohérente et peut-être plus de gens aussi pourraient se permettre de prendre du 15 pouces. Parce qu'aujourd'hui, je pense vraiment que le 15 pouces, c'est une machine de niche. Le prix est tellement prohibitif. Voilà.
surtout un modèle Intel. Là, je suis repassé sur un MacBook Pro Intel, je l'entends encore ventiler là, alors que le MacBook Pro M1 à 1200 €, il ventilait pas comme ça quand on enregistrait l'émission. Ouais. Alors voilà pour les processeurs. On peut dire effectivement un mot, Gilles, de la stratégie autour de la mémoire vive, de la RAM. Les Mac M1 sont livrés avec 8 Go en standard et peuvent être étendus à 16 Go uniquement à la commande. On ne peut pas rajouter de la RAM en cours de route. Comment ça se profile pour les prochaines machines ? Éventuellement, il y aurait du 16 dessus. Je n'ai pas vu du 32, à moins que je dise une bêtise. Mais étant donné que c'est même plus que la mémoire vive est collée, c'est qu'elle fait partie intégrante du processeur. Le processeur est construit autour, on a eu l'occasion d'en parler, c'est ça qui est l'idée absolument géniale. Et donc on va être obligé de peser encore au trébuchet ces différents besoins pour savoir quelle configuration adapter. D'où les 400 ou 500 € d'économiser sur la touch bar, si on pouvait en bénéficier au niveau de la mémoire vive ou du stockage avec un SSD plus abordable, comme c'est les faire Apple. C'est de l'ironie, hein. C'est du top niveau, mais c'est cher. Il n'y a pas à revenir là-dessus. François, sur les prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces, on dit qu'ils seraient livrés avec 16 Go en standard et qu'on pourrait aller jusqu'à 32 Go. Pour autant, on a découvert avec les Mac M1 que finalement, avec 8 Go seulement, on fait beaucoup plus de choses que ce qu'on pouvait faire avec 8 Go sur les Mac Intel. Ouais, maintenant, on fait beaucoup plus de choses, mais moi je l'ai expérimenté sur le Mac M1 que j'ai utilisé, le MacBook Pro, 8 Go de RAM. J'ai eu l'occasion d'utiliser Lightroom par exemple, et il y a quand même à plusieurs reprises Lightroom qui m'a mis un message d'erreur comme quoi il avait pas assez de mémoire vive. Donc je pense qu'effectivement pour le commun des mortels, 8 Go sur un Mac M1, c'est suffisant, et je pense que ça équivaut peut-être à 16 Go sur un Mac Intel. Maintenant, dès que vous allez utiliser des applications qui sont gourmandes en ressources, des applications de montage vidéo, de retouche photo, etc., pour moi, 8 Go, ça reste un peu juste. Donc c'est pour ça, par exemple, que l'iMac que je viens de commander, je l'ai pris en 16 Go pour être sûr d'être tranquille, quoi. Maintenant, peut-être que s'il y avait eu 32 Go, je me serais posé la question quand même de prendre 32 Go, mais plus d'un point de vue durabilité, de se dire que la machine, dans 5-6 ans, elle fonctionnera toujours. Bon, même si entre nous, on sait très bien que je la garderai pas 5-6 ans, que je l'aurais revendue avant pour prendre un grand. Mais voilà, sur le principe, c'est voilà, d'un point de vue durabilité. Je pense qu'on aura le droit à minimum 32, et ce qui serait quand même une régression, parce que normalement les MacBook Pro Intel, on pouvait monter jusqu'à 64 Go de RAM logiquement depuis les derniers modèles. Donc quoi qu'il en soit, ce sera une petite régression, mais si c'est 32 Go bien géré, bien optimisé, ça suffit en fait. Hein. Une fois de plus, c'est pas la course à celui qui a la plus grosse. Si le système gère bien les choses, tant mieux, et en l'occurrence le système gérera bien les choses. On a vu sur les Mac M1 que la mémoire unifiée était quand même beaucoup plus... Le temps d'écriture, le temps d'accès aux informations était beaucoup plus rapide, donc ça suffira. Mais j'ai vraiment hâte de voir ces machines, et puis surtout le redesign, quand on voit ce qu'Apple nous a fait avec l'iMac M1, ça devrait être plutôt sympa sur les nouveaux MacBook Pro, et surtout le MacBook Air qui à mon avis sera une très belle machine aussi. Et qu'on annonce déjà en couleur, hein, comme l'iMac 24 pouces justement. Bon, il y a un point sur lequel apparemment on ne reviendra pas en arrière, c'est la caméra en 1080p enfin sur tous les Mac désormais, avec une qualité qui est... c'est le jour et la nuit, hein, entre les 720p qu'on a connus et celle de l'iMac 24. C'est une honte d'avoir des machines à 3000 balles avec des caméras à 720p. Enfin, clairement, c'est... Mais bon, c'est du Apple dans le texte. Hein. Apple est capable de mettre une super touch bar qui sert à rien et de mettre une caméra pourrie qui pourrait servir, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Il paraît qu'on est très gentil avec Apple, donc je tiens à montrer ce soir qu'on n'est pas toujours gentil avec Apple, pas du tout, loin de là. Et puis il y a un dernier point vers lequel on se dirige avec ces prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces, c'est que le lecteur de carte SD qui fera son retour serait le top du top, c'est-à-dire au format UHS 2, c'est le format de carte SD le plus rapide. Oui, et puis il y a une rumeur qu'on n'a pas revue depuis quelques semaines, c'est le retour du MagSafe, parce qu'on en avait quand même beaucoup parlé il y a quelques mois, et c'est vrai qu'on ne le voit pas, et on avait même évoqué, si je dis pas de bêtises, un port HDMI d'intégrer aussi. Hein. Il y avait ces deux éléments-là, si je dis pas de bêtises. Absolument, on n'en entend plus parler, donc
J'espère que ce sera une belle surprise. Le port HDMI, c'est vrai que c'est pratique quand on fait de la projection et ça nous arrive tous. C'est vrai que généralement, quand on est professionnel, on est amené à faire des présentations. Voilà, les présentations via Zoom, on va peut-être les oublier un peu dans quelques mois et puis repasser à des présentations réelles. Et c'est vrai que c'est chiant de devoir se taper encore des adaptateurs, quoi. Donc moi, j'espère vraiment, si on a un retour du port HDMI, du lecteur de cartes et du MagSafe, honnêtement, c'est carton plein pour Apple. Et 4 ports. Et 4 ports, oui. À mon avis, on n'en aura peut-être pas 4, du coup. Si on a de l'HDMI et le lecteur de carte, à mon avis, on n'aura peut-être que 3. On verra, sait-on jamais, peut-être qu'Apple sera très généreux. Vous vous souvenez de l'époque où les PowerBook avaient un port FireWire 400, un port FireWire 800, 2 USB, un lecteur de carte. Voilà, ça fait vieux combattant, mais c'est pas grave, j'assume. Plus une entrée... non oui, plus l'audio en plus. Oui, mais si casque. le lecteur de carte est de retour, il faut qu'il soit absolument au taux de transfert maximum. Ça ne sert à rien d'avoir une machine de compétition si le pot d'échappement ralentit la voiture. C'est bien pour ça que ce serait de l'UHS 2, ce qui est une bonne nouvelle, à condition d'utiliser des cartes UHS 2 aussi, mais heureusement ce lecteur il est aussi compatible avec les cartes de moins bonne qualité et moins rapides. Allez, on passe à Pommes, le journal de la semaine. C'est l'histoire d'un développeur qui alerte Apple sur une faille de sécurité majeure dans iOS 13 autour de la géolocalisation, un bug corrigé par Apple 6 mois plus tard dans une bêta du futur iOS 14. Nicolas Brunner a demandé à toucher la récompense prévue par Apple dans ce genre de cas. Après des mois d'attente, ce développeur qui travaille pour l'équivalent suisse de la SNCF reçoit une fin de non-recevoir, même pas le minimum prévu par le programme Apple Security Bounty, qui est de 25 000 $ quand même. Selon Apple, la faille n'entre pas dans les critères. Nicolas aurait pourtant pu espérer jusqu'à 100 000 $. Est-ce que c'est pas un très mauvais exemple que donne Apple en étant ingrate, voire injuste? C'est un peu ce que j'évoquais pour mon fameux iPhone qui était parti dans la nature. C'est-à-dire que si on peut gratter un peu, si c'est pas validé, si c'est pas tamponné, c'est pas validé. Il faut vraiment que ça soit dans les critères, et si même ça peut échapper aux critères, c'est toujours un concept d'optimisation à tous les étages chez Apple. Donc il y a des moments où pour une société qui a la plus grosse capitalisation boursière, je crois qu'ils sont repassés devant tout le monde récemment, qui font des milliards et des milliards de bénéfices, à un moment donné, ça la fout mal, quoi, tout simplement. Mais François, ça va démotiver tous ceux qui étaient prêts à contribuer à ce travail de veille, quelque part. Ouais, puis ça risque de peut-être provoquer aussi le phénomène contraire, c'est-à-dire que maintenant un développeur qui va trouver une faille va peut-être plutôt être tenté de la vendre, pourquoi pas à des entreprises beaucoup moins bienveillantes, pourquoi pas... Voilà, ça peut aussi provoquer des scandales, des fuites de données, etc. Je trouve ça très punk de la part d'Apple, sans parler d'aller jusqu'à 100 000 € quand on évoque le chiffre de 25 000 $, pardon, pour Apple, mais c'est une bouchée de pain. Si ça peut éviter des procès en cascade derrière, il faut pas oublier que tout le monde est un peu sur le dos d'Apple en ce moment, et c'est de la mauvaise publicité. Voilà, surtout si en plus Apple promet si vous trouvez une faille, vous avez quelque chose. S'il n'y a rien, c'est pas logique. C'est très très décevant, et à mon avis, à un moment ou à un autre, si ça continue à s'ébruiter, il risque d'être contacté par un service de presse d'Apple et on va lui filer une petite cacahuète pour qu'il se teste, quoi. Ça finira comme ça. Mais c'est pingre, c'est le Apple qu'on n'aime pas. Apple lance le MagSafe Battery Pack à 109 € qui officialise la charge dans les deux sens quand soit l'iPhone soit le chargeur sont reliés à une alimentation murale. Le chargeur d'Apple arrive sur un marché où les spécialistes ont déjà pris position. C'est le cas d'Anker avec son PowerCore Magnetic 5K et la comparaison est intéressante. Le MagSafe Battery Pack d'Apple est plus de 2 fois plus cher, 109 € en France contre 46 $ pour le Anker, et presque 2 fois plus compact. 1460 mAh affichés, mais apparemment il y a 2 blocs de batterie pour le chargeur Apple contre 5000 mAh pour le modèle Anker,
Concrètement, le chargeur Apple ne rechargera pas plus de 50% d'un iPhone 12 Pro Max. C'est donc vraiment juste un chargeur de dépannage. Le MBP charge l'iPhone 12 en 15 watts uniquement quand il est connecté à une alimentation électrique contre 5 watts dans tous les cas pour le Anker. Dans le sac à dos, ce sera du chargement en 5 watts pour tout le monde. C'est quand même curieux, cette batterie qui sort alors que dans 2 mois, on va changer de génération d'iPhone. Je pense qu'il y a 2 choses. Apple a souvent sorti, je ne sais pas si vous vous souvenez, les coques MagSafe, enfin les coques de chargement, les SmartKey, je ne sais plus comment ça s'appelait. Souvent, ce sont des produits qui arrivent dans un second temps. Alors si on était mauvais esprit, on dirait que ça arrive au moment où les batteries des iPhones commencent déjà à flancher, et du coup l'autonomie est déjà réduite. C'est le genre de produit qu'on s'attendait à voir sortir en même temps que les nouveaux iPhones, parce que quand même ce principe du MagSafe, c'est quand même une super trouvaille de la part d'Apple, hein. C'est une très bonne idée. Ça aurait été très bien de le présenter à la sortie de l'iPhone. Maintenant le prix est juste exorbitant, et quand on se dit que ça recharge que à peine la moitié d'un iPhone, je trouve ça un peu peu utile, surtout que les iPhones, surtout les modèles, le modèle 12 Pro Max, c'est des batteries, c'est des chameaux, on tient largement une journée, voire 2. Moi j'ai un 12 Pro, il tient largement la journée, je suis rarement à moins de 20% le soir. Donc voilà, c'est à la limite juste l'avoir dans son sac à dos et se dire voilà, si un jour j'ai besoin, mais à 109 € le truc qui va pas servir. Comme je l'ai dit dans Hi-Fi, peut-être que je me laisserai tenter un jour, mais je pense le jour où on le trouvera sur des boutiques américaines, par exemple, à moins 30 ou moins 40%, parce qu'honnêtement, à 109 € c'est n'importe quoi. Enfin, pour 50% de recharge... Gilles, il t'inspire quoi, ce MagSafe Battery Pack? C'est un accessoire Apple, hein, donc au prix Apple, pour un accessoire en plus. Maintenant, il arrive au moment... C'est une question d'usage, Apple. Donc, il arrive au moment où les gens peuvent en avoir besoin. Et vu le nombre d'iPhone 12 qu'ils ont vendu cette année, et qu'ils risquent de continuer à vendre au fur et à mesure que la gamme d'iPhone 13, puis vraisemblablement 14, va se dérouler, je pense que il ne faut pas oublier qu'il y a le marché de l'occasion derrière, donc l'accessoire a raisonnablement un bel avenir devant lui. S'il y a un auditeur qui veut me faire un cadeau, je vous envoie mon adresse par message privé sur Twitter, n'hésitez pas à me contacter. Apple fait passer à 90 millions au lieu de 75 millions sa commande d'iPhone 13 d'ici la fin de l'année. Cupertino s'attend à une demande plus importante que prévu. Est-ce que ça t'étonne, Gilles? Non. Il y a un trend, il est sur tous les produits. Apparemment, on est à 16% ou 17%, je ne me souviens plus, chez Gartner ou IDC pour le MacBook Pro. On en parlait tout à l'heure, l'iPhone 12 se vend comme des petits pains. Ils ont des indicateurs très précis qu'ils surveillent comme le lait sur le feu. Je ne suis pas étonné. François, on dirait que la pandémie est terminée, mais c'est pas tout à fait sûr. Non, et puis moi, je trouve ça étonnant. L'iPhone 12 a eu un franc succès, on en voit beaucoup. Je pense qu'on a enfin une gamme qui est à peu près cohérente. Je serais surpris que l'iPhone 13 se vende bien. Je pense que beaucoup de gens ont migré sur l'iPhone 12 pour son nouveau design. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur l'iPhone 13 ? Après, tant mieux pour Apple, hein, je le souhaite. Hein. Maintenant, ce qui serait intéressant de savoir, c'est au niveau de la commande, quel modèle représente quelle quantité. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup dit que l'iPhone mini était un four, était un bide, et Apple, visiblement, a l'air d'être décidé à continuer. En même temps, on a fait des moules, il y a tout ce qu'il faut pour... je pense que le côté industriel, maintenant, est rodé, donc ça ne doit pas leur coûter si cher que ça. Mais combien représentent les iPhone 12 mini, les iPhone 12 Pro, etc. Ce serait intéressant vraiment d'avoir les chiffres, je pense. Tout le monde ne se précipite pas sur le dernier modèle, il y a des gens qui arrivent dans un deuxième temps. Et puis, il y a une rumeur sur une nouvelle génération d'appareils photo avec des appareils télescopiques qui se déploient comme un périscope. Il y aura vraisemblablement un intérêt
pour ce nouveau modèle. Je ne me fais pas de soucis pour Apple. Si vraiment ils ont investi dans une quantité supplémentaire sur une augmentation des ventes pour le prochain iPhone, c'est que ils ont des éléments tangibles pour investir de ce côté-là. iCloud Private Relay ne sera pas disponible dans tous les pays du monde. En Chine, on s'en doutait un peu, dans la mesure où la technologie empêche de suivre votre adresse IP, mais d'autres pays sont concernés, le Bélarus, la Colombie, l'Égypte, le Kazakhstan, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, le Turkménistan, l'Ouganda et les Philippines, des pays où la liberté d'opinion, le respect des droits de l'homme sont souvent de vagues concepts. Bon, il n'y a rien de très étonnant dans cette liste. Non, je pense pas que ça mène de réaction, si ce n'est que c'est quand même triste qu'au XXIe siècle, il y ait encore autant de pays où la liberté des droits de l'homme est aussi bafouée. Bon, ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai, et ça reste dommage que des technologies aujourd'hui soient bloquées par le côté politique. Mais on a déjà eu l'occasion de le dire. Gilles ? Oui, d'autant que c'est par intérêt que ces pays bloquent ce type d'avancée. C'est d'autant plus triste quand on voit tous les gens qui, plus ou moins à dessein, pleurent après la dictature qui sera en train de se mettre en place en France. Il faut vraiment ne pas avoir connu ce qu'était une dictature pour tenir des propos aussi indignes. Parce que en France, on ne vient pas vous chercher à 2h du matin pour vous jeter dans un cul de basse-fosse ou passer à tabac pendant des jours entiers, simplement pour vous faire peur. Installer Windows sur un iPad, c'est possible, pas n'importe quelle version de Windows, la 3.1, ça ne nous rajeunit pas. Pour cela, il faut acheter iDOS, une app sur l'App Store à 4,99 $. Ensuite, à condition de se procurer les fichiers d'installation de Windows 3.1, c'est assez simple. Et vous pourrez même jouer à Civilization 2. Bon, c'est un clin d'œil, mais c'est rigolo. Bah, ça va me permettre de découvrir Windows 3.1, parce que moi, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser, les gars, je suis désolé. Gilles ? Alors moi, j'ai utilisé parce que j'ai fait une incursion chez Microsoft pendant une paire d'années, juste pour savoir pourquoi j'aimais autant Apple et pourquoi j'étais autant attaché. Et donc, j'ai expérimenté la publicité d'Apple, où on avait un gamin qui disait à son père, qui essayait de faire monter un DVD ou un CD sur le bureau, « Papa, où il est le dinosaure ?» Et quand j'ai cherché pendant des dizaines et des dizaines de minutes où était mon foutu CD, et en fait, il fallait aller dans le gestionnaire de fichiers, enfin un truc. Il faut vraiment aimer les trucs punitifs et avoir des choses à se faire pardonner, avoir une éducation catho très rigoriste pour passer du temps et de l'argent à vouloir installer Windows 3.11 sur un appareil Apple qui fonctionne comme on sait qu'il fonctionne actuellement, c'est-à-dire sans couture et de façon complètement intuitive. C'est une masochisme, quoi. C'est ça, ouais, un petit coup de fouet, ouais, mais bon. On a dit qu'on n'en parlait plus à l'antenne, tu sais bien. Ça crée de la gênance chez certaines personnes, donc on va éviter. Les mises à jour de la semaine, alors elles sont pas encore là, mais elles vont sans doute arriver de manière imminente, puisque les release candidates sont à disposition des développeurs depuis quelques heures, François. Ouais, bah oui, on a des nouvelles versions de macOS, mais pas macOS la dernière version, la nouvelle, la bêta. On a le droit à une vraie version pour Big Sur, ce qui est une très bonne nouvelle. J'ai pas fait mes réinstallations de poste avant de partir en vacances hier, en me disant de toute façon, le système que je vais installer, il faudra que j'en réinstalle un, que je fasse des mises à jour au mois d'août en revenant. Donc du coup, j'ai tout laissé en plan et j'ai eu raison, parce qu'on va avoir le droit à une nouvelle version de macOS Big Sur. Ça va être la 11.5, pardon.
J'ai une version d'avance déjà. C'est que Tim Cook m'a envoyé la version 6 en avant-première, c'est pour ça que je dis ça. Et puis, on aura différentes nouvelles versions à installer, bien évidemment. Ça risque de corriger des bugs, même si Apple ne paye pas les personnes qui trouvent des failles. Je pense que ça risque d'en corriger pas mal. Et puis, on va sans doute avoir d'ici peu, alors ça n'a pas été annoncé, mais à mon avis, ça va être assez imminent, des bêta 3 des futurs systèmes d'exploitation, parce que ça fait déjà un bon mois, et je trouve que les mises à jour des bêtas arrivent beaucoup plus lentement que d'habitude. Jusqu'à maintenant, on avait souvent tendance à avoir des versions au bout d'une semaine et demie, et là, pour l'instant, on n'en a pas eu beaucoup, donc ça va arriver. N'hésitez pas à les faire, c'est toujours important. Voilà, et pour iOS et iPadOS, ce sera la 14.7, et pour WatchOS, la 7.6. La version 10.5.4 de Final Cut Pro, elle, est arrivée mardi. Le bug qui obligeait à changer de localisation géographique ou de langue pour retrouver l'accès à certaines fonctions a disparu. Dans la mise à jour précédente, Apple avait changé l'icône de la lame de rasoir qui permet de couper un clip en deux. Elle l'avait remplacé par des ciseaux dont l'icône rendait les coupes moins précises. Eh bien, Apple a retourné cette nouvelle icône pour qu'elle devienne plus utilisable. Apple a aussi amélioré la lecture des contenus en H264 et en HEVC. C'est une news qui n'est pas barbante, je te rassure. Oh. Oui, ils sont toujours sur le fil de rasoir, mais en plus, on se demande qu'est-ce qui leur est passé par la tête, puisque historiquement, c'est une lame de rasoir qui servait à faire la découpe des films. Sur les bandes de montage, je me souviens de mon grand-père avec son truc de montage de Super 8. Bon, je ne saurais répondre à cette question. Je vous propose qu'on passe aux rumeurs de la semaine. Les rumeurs de la semaine, l'iMac successeur du 27 pouces Intel ne serait pas pour tout de suite et serait encore en cours de développement. Mark Gurman de Bloomberg évoque même un possible processeur M2X. Ça va mettre le beans dans notre prédiction de stratégie autour des processeurs. C'est dire si ce ne serait pas pour tout de suite, dans la mesure où il faudra d'abord que le M2 sorte, puis avant lui le M1X. Bref, pour quand cette iMac à grand écran selon vous? On est en ligne avec la scansion M1, M2 et M1X, M2X, dans la mesure où la version grand écran est plus professionnelle. Se verrait affublé d'un X. Ma question c'était quand en fait? Ben moi je dis milieu d'année prochaine, on l'aura pour le mois de mars-avril 2022. C'est hyper loin. Bah, on a quand même beaucoup évoqué, les rumeurs ont quand même beaucoup évoqué le fait qu'à un moment Apple a mis une grosse partie de ses ressources hardware matérielles sur l'iMac 24 pouces, parce que je pense qu'il fallait vraiment qu'il sorte. Là, je pense que le prochain gros chantier sur lequel il se concentre, ce sont les portables professionnels et l'iMac professionnel avec le M2X, qui s'appellera pas iMac Pro, qui s'appellera qu'iMac sans doute. Ce sera, à mon avis, l'avant-dernier gros chantier, et le gros chantier de fin, ce sera le nouveau Mac Pro. Mais moi, je suis relativement sceptique, à mon avis, on l'aura pas avant le début d'année prochaine. Gilles? Code pareil avec François. L'iPad mini 6, lui, arriverait bien cet automne avec plusieurs mois de retard sur le calendrier initial qu'il annonçait pour le premier semestre. On parle du redesign le plus important depuis l'arrivée de l'iPad mini il y a 9 ans et on en parlait dans i5, hein, François. Oui, bah on l'attend. Moi, c'est vrai que j'utilise encore un iPad mini 2 pour de la lecture. Il rame, hein, quand je télécharge mes revues, je vous raconte pas le temps que ça met. Mais c'est pas grave, je trouve ça, c'est le form factor. Comment, Gilles? Quel genre de revue? Je te le dirai pas parce que sinon tu vas te moquer de moi. Voilà, ça reste des machines, je trouve, et puis qui ont une durée de vie quand même relativement importante. Et c'est super pratique. Et j'ai vraiment hâte de voir le style de l'iPad Air sur un iPad mini avec un écran plus grand. Ce sera une super machine. C'était mardi dans i5, la dose Apple. On vous parlait de ce projet d'usine de batterie électrique pour véhicules électriques. Un projet poussé par Apple sur le sol américain selon DigiTimes, sans doute en partenariat avec 2 partenaires chinois dont Foxconn. Est-ce que le fantasme autour de l'Apple Car reprendrait du poil de la bête tout à coup, Gilles? Oui, mais à quel niveau? Parce qu'on parle même de, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, d'un Apple
fournisseur de batteries pour d'autres usages et d'autres constructeurs. Alors à quel niveau, on ne sait pas. Pour moi, il n'a jamais été abandonné. Il a été mis sous le boisseau parce qu'éventuellement on en parlait un peu trop et que ça aiguisait les appétits et les peurs surtout de la concurrence. Il y a d'autres chantiers prioritaires comme les Mac avec Apple Silicon, les Apple Glass ou les lunettes à réalité virtuelle avant, qui feront éventuellement partie du paquet. Mais l'Apple Care, à mon avis, n'a jamais été abandonné. Merci Gilles. Dans un instant, on va kiffer le son avec toi et avec le test de la semaine. Écouter de la musique sans aucune perte, découvrir le son tel que l'a voulu l'artiste à l'état pur, c'est ce que permet en théorie le format lossless audio que propose Apple pour certains morceaux et certains albums, désormais sur Apple Music, mais sous condition. Gilles, tu as voulu expérimenter le lossless, du coup tu t'es équipé, c'est le test de la semaine dans eWeek, la semaine Apple, le podcast. Raconte-nous ce que tu as voulu faire d'abord. Alors, je vous rassure, c'est davantage, je vous l'ai dit en introduction, c'est davantage une prise en main qu'un véritable test, puisque il faut un câble spécifique, Apple le précise, câble USB pour relier le dispositif de captation et l'ampli. Alors, jusqu'à présent, j'avais mis en œuvre un vieux matériel des années 80, un ampli de 1981-82 qui était relié à mon réseau par un AirPort Express. L'AirPort Express a un petit DAC de lui, c'est-à-dire un décodeur audio analogique et digital ou numérique qui va convertir les fichiers numériques en fichiers audio en rétablissant l'ensemble des données du spectre qui ont été un peu érodées par la compression numérique, qu'elle soit violente avec le MP3 ou le AAC, les fichiers compressés, mais même les fichiers de qualité CD, les fichiers à 44.1 ont été comprimés. Il manque des choses sur certaines fréquences. Et donc le DAC va restituer les fréquences qui manquent, va donner... c'est l'équivalent d'une carafe pour du vin que vous allez servir et vous allez en quelque sorte lui donner du volume et l'oxygéner. Alors tu évoques le DAC, mais qu'est-ce que c'est ? Alors c'est cet appareil que j'ai testé. Il va s'intercaler entre votre ampli et soit votre lecteur de CD, soit votre entrée Wi-Fi. En l'occurrence, il s'agissait d'un AirPort Express qui va récupérer les fichiers AirPlay pour les transmettre à l'ampli. Ouais. Donc, j'ai un ampli des années 80 donc, qui va recevoir la musique qui vient d'Apple Music ou de mon fichier NAS sur lesquels sont stockés les fichiers AAC que j'ai entreposés, que j'ai stockés. Et la borne AirPort Express qui est branchée sur mon ampli reçoit la musique, sert d'entrée pour mon ampli, de la même manière que j'ai une platine vinyle, un lecteur de cassette ou un lecteur CD. Ça sert à récupérer les fichiers numériques qui sont diffusés par AirPlay, par le réseau Wi-Fi. Ça sert d'entrée supplémentaire pour l'ampli, au même titre qu'on a une entrée physique avec le lecteur de CD, avec le disque vinyle ou la cassette audio sur du fichier analogique. Le DAC va se mettre entre l'arrivée de fichiers numériques pour redonner de l'amplitude et récupérer toutes les fréquences du fichier d'origine qui ont été perdues avec la compression numérique. Le DAC, il est présent à minima sur les lecteurs de CD,
quelle que soit la qualité. Plus le lecteur est cher, plus c'est le DAC qui va renchérir le prix du lecteur de CD. Ce DAC, il est également présent à minima sur le PC ou sur le Mac, et également sur l'AirPort Express. Mais l'avantage d'intercaler un DAC spécifique, c'est qu'on va avoir une excellente qualité de restitution du signal. Ok, donc tout est en place. Comment est-ce que tu as effectué ce test? Avec quel fichier? Qu'est-ce que tu as écouté et qu'est-ce que ça donne? Alors j'ai d'abord écouté de la musique que je connaissais depuis longtemps, sous forme de vinyle, puis sous forme de CD et de format AAC que j'avais fait moi-même, et j'ai regardé ce que donnaient les fichiers lossless que Apple a mis à disposition, et je les ai écoutés au format 24 bits 192 kHz, dite high-res, haute résolution, qui sont annoncés par Apple depuis 2 mois et qui arrivent maintenant petit à petit sur l'App Store. J'avais besoin d'un câble USB-C, USB-A pour aller du DAC vers l'iPad Air 4. C'est la génération qui est capable de décoder ces fichiers. Par exemple, mon MacBook Pro de 2017 ne donne pas de résultat correct avec l'USB. La diffusion par Wi-Fi est excellente sur les catégories inférieures à 44.1 kHz, le format CD, mais si on veut taper dans le très haut de gamme, il faut absolument utiliser un iMac ou un MacBook Pro récent, depuis 2018, ou un iPhone ou un iPad Air ou un iPad Pro récent, de manière à pouvoir décoder ces fichiers qui sont extrêmement lourds à la volée au fur et à mesure où ils arrivent. Ça donne quoi alors concrètement? T'as mis un casque dans des enceintes? Ça passe du DAC vers l'ampli. Le DAC peut diffuser la musique par une prise de casque. C'est la particularité de ce modèle. Mais moi, je l'ai fait passer sur des enceintes, des Jean-Marie Reynaud, qui est une marque française extrêmement réputée, même si elle est peu diffusée. Et il y a vraiment une différence notable entre ce que Apple pouvait proposer auparavant sur l'Apple Music avec les fichiers compressés de type AAC. Il y a une différence avec ce qu'on trouvait auparavant au format CD, le lossless ordinaire. On a un signal qui est beaucoup plus clair. C'est, pour les gens qui portent des lunettes, c'est l'équivalent de nettoyer ses lunettes après toute une journée à les avoir eues sur le nez, absolument dégueulasses, sans les avoir nettoyées. C'est comme une mise au point sur une photo qui serait vraiment sur l'œil au lieu d'être sur le nez à l'avant. On peut utiliser que des analogies de sensations. C'est un peu la différence qu'il y a entre un jus de fruits frais, un jus de fruits pasteurisé et un jus de fruits concentré. La compression enlève l'eau de végétation, on remet de l'eau de robinet, mais c'est pas la même chose. On a l'impression vraiment d'être dans le studio et d'entendre les vrais instruments. Sur les percussions, par exemple, on sait si le batteur a tapé au centre de la caisse ou plus à la périphérie, le son est plus sec ou un peu plus doux, un peu moins, un peu plus grave. On a l'attaque et la sortie du clavier sur un orgue. On a vraiment la pente. Il y a vraiment le toucher du musicien. C'est pareil pour la fin de la vibration des cordes de piano ou les chuintantes ou les plosives du chanteur quand le micro était placé très près
très près de la bouche, on a une sensation, une émotion qui est infiniment plus présente, qui est là, alors que pour la musique numérique et compressée, c'était beaucoup plus quelque chose d'intellectuel. On retrouve l'émotion qui est dans le spectacle vivant ou quand on assiste à un concert, par exemple. Tu recommandes, Gilles ? Je recommande, oui, ce modèle en particulier, parce que il permet de brancher également le lecteur de CD sans avoir besoin de brancher un adaptateur et d'avoir donc un fil secteur supplémentaire et puis d'intercaler un traducteur, quoi. L'investissement est de l'ordre de 500 €, hein, c'est pas donné, plus les câbles Toslink qu'on connaît pour l'Apple TV. Il faut avoir un fil suffisamment long pour brancher le Mac ou l'iPod dessus, ou alors, si on peut, mettre un Mac mini qui va servir de serveur et que l'on va piloter à distance, qui va permettre un Mac mini récent, hein, M1 si possible, qui va permettre de stocker la musique ou de la récupérer à la volée par AirPlay 2. Ok Gilles, et tu as sans doute vu que la bêta 3 du logiciel du HomePod et du HomePod mini version 15 ajoute le support du lossless sur les enceintes Apple. Pour toi, est-ce que c'est du pur marketing ou est-ce que ça peut s'entendre et apporter quelque chose à l'oreille ? Non, c'est pas du pur marketing. L'affichage est différent selon les supports. Quand vous êtes branché avec le DAC de façon filaire, vous avez un fichier haute qualité, un logo lossless haute qualité qui s'affiche sous la pochette du morceau. Si vous êtes en Wi-Fi, vous avez simplement du 96 ou du 44. Pour ce qui est du HomePod ou du HomePod mini, on a vraiment une différence même en fonction des fichiers. Le logiciel et l'équaliseur d'Apple Music apportent une qualité supplémentaire par rapport à ce que vous pouvez faire de votre côté à partir de la numérisation de CD. L'avantage du HomePod ou du HomePod mini, c'est qu'ils sont conçus dès le départ pour avoir du son 5.1 ou 7.1, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier du Dolby Atmos, ce qui n'est pas forcément le cas avec des enceintes ordinaires qui n'ont pas été prévues à la base pour ce type de fichier, de format de fichier qui est beaucoup plus récent. Merci Gilles, on se retrouve dans quelques instants avec le tuto audio de la semaine. Comment afficher une grille avec des lignes dans Notes pour écrire et dessiner droit avec le pencil sur iPad ? Et oui, c'est super pratique de lancer Notes et d'écrire à main levée avec son stylet ou de dessiner, mais par défaut, le fond des notes est blanc et à moins d'avoir un niveau dans l'œil, vous ne verriez aucun inconvénient, j'en suis sûr, à recevoir un peu d'aide pour écrire droit et bénéficier de repères visuels. En fait, c'est hyper simple, encore faut-il savoir où aller. Et donc, sur iPad comme sur iPhone, la manip est la même. On va la faire ensemble. Ouvrez Notes, créez une note vierge, une nouvelle note. Dans le coin supérieur droit, vous remarquerez une icône constituée de 3 points entourés par un cercle. Cliquez sur cette icône, ligne et grille apparaît. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous pouvez alors choisir le style de ligne ou de grille qui correspond le mieux à vos besoins. Simple ligne horizontale plus ou moins espacée, quadrillage plus ou moins dense, 6 styles au total. Alors si la note n'est pas vierge et si vous avez déjà écrit dedans, vous retrouverez cette option ligne et grille en descendant tout en bas de la partie basse de l'écran qui apparaît quand vous cliquez sur l'icône avec les 3 points. Enfin, pour que toutes vos nouvelles notes apparaissent avec une grille ou des lignes prédéfinies, allez dans Réglages puis dans Notes, puis descendez jusqu'au groupe de réglages aperçu et en face de ligne et grille, vous choisissez simplement le style qui vous convient. Tu as pas une astuce pour écrire lisiblement avec le pencil, non? Tant que t'y es, non. Na. Une écriture de médecin. C'est le cas de le dire.
Nos coups de cœur de la semaine. Je laisse Gilles réfléchir à un éventuel coup de cœur, mais je crois que tu en as un. François, tu as vu un projet à backer sur Kickstarter. Vous savez que Kickstarter, c'est mon dada. Alors, je ne l'ai pas backé parce que je me fais engueuler à la maison parce que je commence à avoir trop de chargeurs à droite à gauche. C'est un nouveau produit d'une marque qui s'appelle Hyper. J'avais déjà eu l'occasion de vous parler d'un hub. Je vous ai aussi parlé d'un chargeur avec lequel j'avais eu quelques petits démêlés. Donc là, en fait, ils nous ont proposé un produit qui ressemble un peu au Belkin Pro dont Ellie nous a parlé. Vous savez, un support qui permet de recharger à la fois un iPhone et une Apple Watch. J'ai plus le nom, mais je sais qu'il y a Belkin Pro dedans, le stand Pro, je crois. Donc ils viennent de sortir un nouveau produit qui se présente un peu de la même manière. Donc en fait, vous avez un mât, une base de charge qui vous permet de mettre un iPhone 8, 10, 11 ou un Android qui va se recharger avec induction. Vous avez un petit support pour mettre des AirPods et vous avez un petit mât qui vous permet de recharger à la fois l'iPhone 12 en MagSafe et l'Apple Watch avec un chargeur Apple Watch intégré. Donc c'est plutôt sympa, ça ressemble beaucoup au produit Belkin. La petite différence que moi j'aime bien, c'est qu'on peut charger en plus un téléphone avec de l'induction. Donc imaginons que vous ayez un téléphone professionnel et un téléphone perso, ça vous permet, imaginons sur votre table de nuit, de pouvoir recharger ces deux téléphones-là. Ou pourquoi pas mettre le téléphone de votre compagne si elle dort à côté de vous. L'autre petit truc qui est sympa, c'est que le petit support surélevé en fait peut se plier, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez l'abaisser, ça permet de rentrer dans une sacoche de manière assez rapide, plutôt que de l'avoir complètement tout le temps debout. Alors c'est un produit que vous pouvez backer sur Kickstarter, ils sont déjà à 349 000 € à l'heure où je vous parle, pour un objectif de 84 000 €, il y a quand même quasiment 3 000 personnes qui l'ont financé. Il reste 12 jours pour le faire, et il reste encore quelques produits, enfin quelques exemplaires qui sont disponibles pour environ 93 €. Alors vous avez des frais de port de 20 €, donc ça revient en gros à 110-120 €. C'est un produit qui est plutôt sympa. Voilà, pourquoi pas. Si vous avez envie de le backer, vous pouvez le recharger de deux manières en plus. Soit vous le branchez sur la prise secteur, mais vous pouvez aussi le brancher avec une prise USB-C. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans mon compte Twitter avec le hashtag iWeekLSA. Avec plaisir, François, merci beaucoup pour ce coup de cœur. Gilles, quel est le tien ? C'était le format 192 kHz d'Apple pour sa qualité intrinsèque. Et c'est le format ARS qu'on trouve un petit peu partout, mais l'effet qu'il a eu sur l'ensemble du marché, puisque Amazon, qui le propose depuis quelques mois, a baissé ses tarifs. Qobuz en a fait autant, et vraisemblablement, s'ils veulent rester sur ce créneau-là du très haut de gamme, ils vont être obligés de monter en puissance et d'aller taper dans les 320. J'ai oublié de dire que le DAC de Magic 200M de Cambridge pouvait taper jusqu'à plus de 700 kHz. Donc il y a de la marge et on peut aller sur des formats de très très haut de gamme. Merci Gilles. Moi je craque pour le MS Charging Hub Duo, tout juste annoncé à prix tout doux par Elago. 25 $ à peine pour charger un iPhone en MagSafe et une Apple Watch. Le secret, c'est qu'il s'agit en fait d'un support en silicone qui vient accueillir le chargeur MagSafe et le chargeur de l'Apple Watch signé Apple. Ce n'est pas un chargeur en tant que tel. Vous intégrez les deux chargeurs Apple dans ce support qui empêche par ailleurs que ce soit l'anarchie avec les câbles. Et vous voilà super bien équipé. Épisode 47, circulé, il n'y a presque plus rien à voir. Merci Julien Serre. De rien, merci Benjamin, merci de l'invitation. Bon, j'espère que tes autres AirTags fonctionneront mieux que le premier. On va croiser les doigts, ouais, exactement. À bientôt dans iWeek et merci de ta fidélité. De rien, merci à vous. Et merci Gilles de nous avoir rejoints aujourd'hui, c'était super sympa. C'était un grand plaisir de retrouver François et de se retrouver aussi, de faire la connaissance de Julien. Gilles, on ne se quitte que quelques heures, hein, puisqu'on se retrouve demain dans Hi5. Fidèle au poste, maintenant. Génial, Gilles. Dors bien, alors. Je te remercie. À propos d'i5, notre podcast quotidien a 1 mois aujourd'hui. Bon anniversaire et bravo à la team. François, Élie, Jean-Christophe, Gilles, bon, et un peu moi aussi. On a un vrai... C'est gentil, François. On a un vrai podcast utile, je crois, un podcast efficace, cohérent, différent et dynamique. Malheureusement, les bugs qui ne sont toujours pas résolus du côté d'Apple Podcast nous empêchent
de vous le proposer dans les conditions de réactivité dont nous avons besoin. Nous vous proposons donc de mettre i5 sur pause le temps qu'Apple règle ses problèmes techniques. Alors à partir de samedi et de lundi, tant que la plateforme de podcast avec abonnement d'Apple ne sera pas opérationnelle, utilisable, stable et réactive, nous ne produirons pas de nouveaux épisodes. La frustration, la déperdition d'énergie est trop grande pour vous comme pour nous. À la place des épisodes, nous enverrons néanmoins dans les tuyaux un fichier test afin d'évaluer quotidiennement l'évolution et on l'espère les progrès d'Apple Podcast qui pour l'instant est en dessous de tout. Dès que la plateforme sera utilisable, nous reviendrons avec des épisodes quotidiens, c'est promis. D'ici là, pour nous soutenir, ne touchez pas à votre abonnement si vous le pouvez. Et au pire, si vous devez l'interrompre, eh bien on compte vraiment sur vous pour vous réabonner dès qu'i5 reprendra. François, c'est la plus sage décision ? C'est vrai qu'on a pas mal débattu en off, savoir quelle était la meilleure solution. C'est vrai que tu l'as dit, Benjamin, tu passes beaucoup de temps, plus que nous, parce que c'est toi qui prépares tous les sujets, il faut le dire. Et c'est assez démotivant de publier de l'actu qui est chaude, qui est très chaude. Souvent, tu nous trouves des sujets qui n'ont pas encore été traités dans la presse spécialisée française. Et le truc, c'est que quand ça paraît 48 heures après, c'est plus chaud du tout, quoi. C'est complètement froid et ça perd complètement l'intérêt et ça pourrait presque nous faire passer pour des guignolos, quoi. Heureusement, vous nous connaissez, on a toujours été transparent avec vous et les choses ont été clairement dites depuis le début. Donc voilà, je pense qu'à un moment, il faut arrêter les frais et attendre qu'Apple nous propose quelque chose de stable. Mais ça reste quand même une énigme et c'est pathétique qu'Apple traite le sujet comme ça. Une fois de plus, Apple récupère une commission sur chaque mensualité et pourrait au moins proposer quelque chose qui tienne la route. Voilà, donc je te tire mon chapeau, Benjamin, je l'ai fait en antenne, mais je le fais à l'antenne aussi, de t'être accroché comme ça pendant un mois, parce qu'il y avait de quoi se démotiver. C'est sympa, François, on est tous dans le même bateau. Hein. Bon, Gilles, toi, tu es venu assez récemment sur i5, mais quel est ton regard extérieur sur les problèmes et quelque part l'impréparation d'Apple Podcast ? Ça me fait penser au fiasco du lancement d'iCloud et qui avait coûté son poste à Scott Forstall en définitive. Je me demande si on n'est pas un peu sur les mêmes raisons, les mêmes explications, et si la montée en puissance, le lancement simultané d'Apple Music, Lossless et avec le spatial audio et la mobilisation des ressources et des serveurs n'a pas il n'y a pas un lien de cause à effet là-dedans. Il n'en demeure pas moins que, quelle que soit l'explication, quand on prend 30% de commission et qu'on se met en position d'intermédiaire, on assure et on fait en sorte de mériter sa commission. Sinon, on se confond en excuses et au moins on rend l'argent, comme disait Michael Dell, quoi. Et j'ai envie d'ajouter, on part pas en vacances quand le bateau coule non plus. Mais ça, c'est petit message personnel pour certains de nos correspondants chez Apple Podcast. En attendant... Je n'ai pas osé le dire. En attendant, suivez-nous sur Twitter @i5fr et @iWeekNews, mais aussi sur Instagram et sur Facebook. Allez aux Lakers, on se retrouve jeudi prochain avec Ellie. Nous serons le 22 juillet 2021 pour l'épisode 48. Bon début de vacances à certains d'entre vous qui ont déjà la chance de partir. Bonne fin de semaine, bon week-end. Bisous aux filles et salut à tous. Ciao, ciao, ciao.